Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Rodolphe. Salut Rodolphe. Salut Rémi, ça va? Eh bien ça va, je suis très Bonjour content à de t'accueillir sur la chaîne. Donc on va faire une interview, on va parler de ton parcours parce que tu es investisseur immobilier, tu as aussi une chaîne YouTube. On va en parler et on va parler aussi immeuble de rapport parce que tu en as fait dans ta carrière d'investisseur, tu vas nous donner des tips et astuces, moi j'en ai pas fait. Donc ça va permettre aussi à ma communauté d'avoir plus de tips et astuces là-dessus parce que moi j'en parle pas forcément. Donc voilà un petit peu pour le menu, le sommaire de cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas à la caméra? Alors, donc je m'appelle Rodolphe, j'ai une chaîne YouTube sur l'immobilier qui s'appelle donc Monsieur Rodolphe, les investisseurs intelligents. Donc pourquoi Monsieur Rodolphe? Déjà le nom, c'est parce que lorsque j'ai créé la chaîne YouTube, je faisais des travaux dans le premier immeuble de rapport que j'ai acheté. Et il y a plein de gens, notamment des maçons, qui étaient d'origine maghrébine et qui m'appelaient Monsieur Rodolphe en permanence. Et donc en fait, lorsque la chaîne YouTube est née, j'ai demandé à ma femme quel nom je pourrais donner. Elle m'a dit mais regarde, c'est rigolo, tout le monde t'appelle Monsieur Rodolphe. Moi je trouve que c'est pas mal, ça fait sérieux, ça te va bien, tu te portes bien. Donc vas-y, pourquoi pas, c'est original. Et puis en fait c'est parti comme ça. C'est parti voilà. Donc moi j'ai commencé l'investissement immobilier en 2014 exactement. Et en 2014, j'ai donc acheté un premier immeuble de rapport. Et malgré ce premier immeuble de rapport, j'ai quand même commencé en me formant, en apprenant auprès de mon mentor. Et mon mentor, c'est une personne que ma femme m'a présentée. Une personne très très âgée qui est toujours du monde aujourd'hui, qui a 96 ou 97 ans. C'est une personne qui a acheté entre 1 et 2 biens immobiliers entre 1949 et 2015. Donc pour que tu puisses te rendre compte, c'est une personne qui a perdu ses parents pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a hérité d'environ 20 000 francs de ses parents. Donc en 49, 48, ça fait une somme d'environ 100 000 euros aujourd'hui équivalent. Et cette personne, en fait, elle a tout mis dans l'immobilier dans une période qui était très très incertaine parce que on pensait beaucoup à une éventuelle Troisième Guerre mondiale et tout, parce qu'il y a beaucoup de gens, je dis ça pourquoi? Parce que là, on est fin 2021, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est dans une période d'instabilité, on parle des gilets jaunes qui reviennent, on parle de la crise, etc. Alors qu'il y a lui, il a acheté des biens immobiliers, il y avait encore des quartiers qui étaient rasés, il y avait encore… Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui ont fait des grandes choses dans des périodes qui étaient bien moins propices qu'aujourd'hui. Et cette personne, en fait, elle m'a tout simplement appris tout ce qu'il faut savoir dans l'immobilier. Comment trouver un bien, comment vérifier que ce bien-là va être loué, comment le rénover, comment gérer les relations avec le locataire, comment parler à son banquier, comment entretenir de bonnes relations avec son notaire, comment ne pas payer les frais de notaire. Bref, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux mettre en place bout à bout comme des Legos pour faire en sorte que un investissement ordinaire devienne un investissement qui soit extraordinaire avec vraiment de la rentabilité. Donc ça a été ton pied à l'étrier à l'immobilier, c'est grâce à cette personne. Et, en fait, quand j'ai vu cette personne, quand j'ai vu le train de vie qu'elle avait à son âge et qu'elle me disait ce qu'elle faisait dans la vie, j'ai forcément voulu j'ai été très curieux parce que c'est une personne qui habite dans un petit château parisien, à l'ouest de Paris, et qui avait toute une famille qui vivait extrêmement bien. Et moi, je me suis dit, voilà, mais je veux être cette personne, je veux être comme elle, je veux construire la même chose en fait. Et comme cette personne, j'étais amené à la voir plus souvent. À chaque fois, mes questions étaient de plus en plus insistantes. Et c'est une personne vraiment qui n'était pas avare de conseils, qui aime parler, qui aime communiquer. Et à chaque fois, il m'a dit, écoute Rodolphe, vraiment, si tu as envie d'apprendre, je te dirai tout ce qu'il faut savoir. Et donc j'ai été avec lui, on a visité ses locataires, on a vu son banquier, c'est son banquier qui est venu chez lui. On a fait, à ce moment-là, c'est déjà. Oui, quand c'est comme ça, c'est que c'est ton banquier qui vient chez toi. Et donc voilà. Et en fait, il m'a tout appris. Donc en fait, cette personne-là, quelque part, je lui dois absolument tout. Après, je dois également des choses à d'autres personnes. Par exemple, lorsque j'ai commencé à investir, j'ai rencontré une personne qui deviendra mon meilleur ami, qui est expert comptable aujourd'hui et dont le père est notaire. Et lorsque tu as le couple expert comptable notaire qui sont père et fils, qui se mettent ensemble pour faire de l'immobilier, ça fait un cocktail qui est assez détonnant. Ça doit être bon. Il y a ça, et puis il y a bien sûr mes parents que je remercierai jamais assez parce que même si, il y a beaucoup ce discours à la mode de dire je suis parti de zéro, je me suis fait tout seul et tout. Non, je pense que personne ne se fait tout seul dans le sens où on a toujours eu quelque part une femme qui nous a donné le sein quand on était enfant. Et mes parents m'ont toujours éduqué d'une manière où en gros tout est possible dans le sens où si je veux vraiment quelque chose, je peux l'avoir et je peux vraiment avoir une détermination extrêmement forte. Donc, et ça vraiment ils m'ont inculqué cette mentalité. Donc on part certains partent peut-être de zéro quasiment ou presque
financièrement parlant. Mais après, on a tous des qualités, des contacts et puis après de la détermination pour arriver vers ces objectifs. Exactement. Il vaut mieux partir de zéro avec une éducation en béton que partir avec 1 million d'euros et une éducation molle avec rien du tout. Et avec aucune gestion financière. Exactement. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton parcours du coup en immobilier depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, le fait que tu as été salarié, tu ne l'es plus, qu'est-ce qui s'est un petit peu passé dans ta vie? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé donc à investir dans l'immobilier en 2014. Et puis ça c'est plus pour l'aventure YouTube. Après je te passerai plus en 2014 et après pendant quasiment 2 ans, j'ai donné des conseils à un groupe d'amis. Il y avait déjà WhatsApp à l'époque et sur WhatsApp je donnais des conseils à une dizaine de copains qui voulaient également faire comme moi, c'est-à-dire investir dans l'immobilier avec mon mentor qui était juste à côté. Et donc WhatsApp venait de naître, c'était les débuts et sur WhatsApp en fait tu pouvais pas mettre de contenu vidéo trop longtemps. Donc en fait ce que j'ai fait, je faisais des vidéos en voiture quand j'étais commercial et puis à un moment WhatsApp m'a dit non désolé mais WhatsApp n'est pas un média pour la vidéo donc les vidéos sont trop longues, faites autrement. À l'époque j'avais un copain avec qui j'ai un petit peu perdu le lien mais c'est pas grave et qui s'appelait Cédric qui avait une chaîne YouTube sur la guitare électrique. Il m'a dit écoute Rodolphe, fais des vidéos sur YouTube, tu les mets en privé et puis tu les partages sur WhatsApp. Donc c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps, pendant quasiment 1 an, j'ai dû faire une centaine de vidéos comme ça. Et un jour, il y a une vidéo en fait qui est passée en public, pardon. Et il y a notamment des filles qui ont commencé à s'abonner, 2 filles, Sandra et Isabelle, et qui m'ont commencé à s'abonner, qui ont commencé à poser des questions. Et je me suis dit, mais c'est qui ces filles? Mes vidéos, elles sont privées, il n'y a pas d'abonnés, il n'y a personne d'autre. Et en fait, cette vidéo, elle avait été mal paramétrée, elle était tombée en public. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le même jour, mais vraiment jour pour jour, le même jour, je recevais un courrier recommandé qui m'invitait à quitter mon travail en fait parce que je n'avais pas atteint les objectifs que mon employeur m'avait fixés. Donc là, il y avait comme un petit lien de... il y avait un lien, clairement, j'avais un message de l'univers qui me disait voilà Rodolphe, faut que tu changes. En plus, j'étais tellement plus heureux dans l'immobilier que dans ce que je faisais avant en étant commercial dans la climatisation. Tu travaillais 5 jours sur 7 avec des gros horaires? J'étais cadre 5 jours sur 7, donc déjà t'es pas bien payé parce que t'es à 1700 bruts par mois. On te donne une voiture de fonction pour te dire rends-toi compte de ta situation, c'est énorme. C'est la carotte. C'est vraiment une carotte, énorme. Voilà, bref. Donc, tu n'étais pas heureux dans ta vie de salarié? Alors, je peux pas dire que j'étais malheureux. Ce qui est certain, c'est que j'étais pas accompli. Voilà, ok. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, je savais pas ce que je pouvais être. Et c'est sûr que maintenant, quand je vois la différence de joie qui m'anime chaque matin lorsque je me lève par rapport à ce que j'avais avant, c'est sûr que je suis plus du tout la même personne. Ça n'a absolument rien à voir. Ça, il y a beaucoup de gens qui me posent la question parce que moi, ça m'est arrivé courant 2020 de quitter mon job. Et c'est pareil, je savais que je voulais en arriver là, mais je ne savais pas à quel point ça allait être bien dans mon quotidien et ça change tout. Donc forcément, pour quelqu'un qui est salarié, c'est peut-être compliqué à comprendre, mais ça change vraiment beaucoup de choses. Après, chaque objectif se respecte. Il y en a qui veulent garder leur boulot de salarié, qui veulent juste des compléments de revenus, qui veulent un complément de retraite, qui veulent garder leur job, peu importe. Chaque objectif est respectable. Tout à fait. Et puis attends, moi je veux dire... toi comme moi, je veux dire, on a des amis, on a de la famille, ils sont salariés, ils ont les postes qui leur plaisent parce que c'est vraiment ce qui leur plaît. Je veux dire, tu peux pas, faut pas du tout fustiger le salariat, c'est très important, c'est très utile. L'important, c'est de trouver le meilleur moyen d'être heureux dans ce qu'on fait. Exactement. Donc, quitte à changer de travail, mais toujours en étant salarié, mais oui, de ce côté-là, je suis complètement d'accord avec toi. Et donc, si tu veux, j'ai commencé à faire ça. Et puis après, la chaîne YouTube est née de cette manière-là. Après, moi, j'ai continué à investir. Donc, tu as continué à investir et tu donnais des conseils sur YouTube comme je peux faire sur cette chaîne. Exactement. Donc, je pense qu'on a à peu près, on doit avoir le même nombre de vidéos à peu près sur nos chaînes. Tu as plus de 300 vidéos? Je sais pas. Il y en a beaucoup, j'ai arrêté de compter. Ouais, moi aussi, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a plus de 300 aussi, 330, 40, quelque chose comme ça. Mais... Sachant que j'en ai viré pas mal parce que celles du début, elles étaient vraiment... Ça, c'est vrai que c'est... on en parlait justement à midi en mangeant ensemble juste avant. C'est une petite parenthèse, mais les gens qui regardent les vidéos sur Internet se disent « Ouais, c'est simple, on allume la caméra et puis c'est terminé. » Il y a énormément de travail tout autour. Et les premières fois qu'on a tourné, je pense, toi comme moi, on parlait pas bien, on était mal cadré, il n'y avait pas de micro, il y avait trop de luminosité. Ça allait mal, bref. T'as les appels, t'as le téléphone qui se coupe, tu bégayes. Non, voilà. C'est une horreur. C'est un travail à part entière. Ouais. Mais ça, pareil, c'est comme l'immobilier, en fait, il n'y a que la pratique qui te permet de faire une vidéo qui est jamais parfaite, mais qui est au moins potable et audible pour tout le monde. C'est ça, donc la vidéo, tu t'y es lancé. Mais l'immobilier, qu'est-ce qui t'a fait te lancer vraiment, te dire, je vais faire ma première visite et j'achète mon bien? Si tu veux, j'ai quasiment visité peut-être une centaine d'immeubles, franchement une centaine d'immeubles en 1 an et demi.
sans jamais faire de proposition de prix parce que dans mon entourage, on me disait que l'immobilier ça marchait pas, qu'il y avait plein d'arnaques, que ceci, cela, que les immeubles allaient... sur un immeuble, donc c'est encore pire. En fait, au début, je visitais même pas que des immeubles, je visitais des parkings, des studios, des grands apparts, des immeubles et tout. Donc en fait, je savais même pas ce que je cherchais. J'ai fait 1 an et demi de tourisme immobilier à tel point que certains agents immobiliers ne voulaient même plus me faire visiter des biens parce que ça faisait 15 fois que je visitais avec eux. Ils me disaient non, c'est bon, vous faites jamais de proposition, je vais pas me battre pour vous. Et un jour, en fait, je dois ça à ma femme. Ma femme, elle a cafeté auprès de cette personne très âgée dont je vous ai parlé au début. Elle a dit, écoute, voilà, Rodolphe, demain matin à 9 h, il va visiter un immeuble. Et donc, moi, j'en ai assez. Je veux dire, il faut absolument qu'il passe à l'action parce qu'il tourne en rond. Voilà, faut qu'il passe à l'action, quoi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que le lendemain matin, à 9 h du matin, il y avait le vieux papy, mon mentor qui était là. Et je vois un taxi s'arrêter. Et je vois une canne avec une personne très âgée qui descend. Et c'était mon mentor qui était là. Et j'ai fait, mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites là et tout. Et là, il avait les yeux injectés de sang et tout. Il m'a dit, ouais, je suis énervé parce que je t'ai appris tout ce que je sais faire en immobilier. Et tu passes pas à l'action. Et tu passes pas à l'action. Et en fait, il est venu me donner le coup de pied aux fesses que j'attendais en fait. T'en as voulu à ta femme de lui en avoir parlé, mais finalement, elle a très bien fait. Parce qu'en fait, du coup, on a visité l'immeuble qui était à 360 000 €. Il l'a fait baisser à 300 000 €, donc il a fait une négo de quasiment 20% sur place. Et je lui ai dit, mais regardez, même à ce prix-là, il n'est pas rentable et tout. Il m'a dit, achète-le, tu vas voir qu'on va en faire un truc rentable. Il y avait, donc on l'a acheté en tout et pour tout à 300 000 €. Il y avait les frais de notaire, parce que du coup, on n'a pas payé les frais de notaire avec la technique qui m'a enseigné de l'acte en main. On a modifié toute la stratégie de location intérieure. On a remplacé un grand appartement qui était loué 500 € nu par une colocation avec 3 chambres à 400 € chacune, donc 1200 €. Un studio qui était loué 350 € nu, qu'on loue 1500 € en moyenne par mois en location courte durée. Un coiffeur qui louait 750 € pour 2 niveaux. On a baissé son loyer pour qu'il ait que le rez-de-chaussée. On a récupéré l'étage pour faire un T2 meublé à 750 €. Le coiffeur qui n'a pas bougé. Bref, on est passé de 8% de rendement à 16% de rendement. Donc je suis passé en fait de 500 € de cash flow mensuel sur l'immeuble à 2500 € de cash flow mensuel. Donc sur ma première opération, je gagnais plus avec les excédents de mon immeuble que les 1700 € bruts que je gagnais avec mon salaire qui me prenait 40-45 heures par semaine. C'est énorme et c'est aussi parce que tu as appliqué les bonnes méthodes. Tu n'as pas fait comme monsieur tout le monde, j'achète un appart, j'achète un immeuble et point barre. Je laisse comme ça. J'ai fait beaucoup de tourisme, mais c'est vrai qu'en fait à chaque fois, j'ai peut-être pas perdu mon temps tant que ça parce que chaque fois que je faisais une visite, le soir j'entrais chez moi, je prenais mon tableau Excel. J'avais ça aussi. Et puis je faisais tout, je renseignais absolument tout et je me disais est-ce que c'est bien, pas bien, et parfois je tombais sur des opérations et après je m'en suis mordu les doigts parce que je suis vraiment passé à côté de belles opportunités et après voilà, on peut pas non plus avoir toutes les opportunités mais quand même ça m'a permis au moins de me corriger et tu vois, si aujourd'hui j'ai un œil vraiment aiguisé pour voir tout ce qui va pas dans un bâtiment, tu vois, je sais, toutes ces visites là m'ont beaucoup aidé. Et du coup dans les deux sens, ça t'aide à savoir que là il faut pas faire une offre comme là il faut faire une offre. Ça t'aide à être plus rapide, plus réactif. Exactement. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, moi je suis curieux de tout ce qui concerne les immeubles, parce que j'en ai pas à titre personnel. Je sais que ça permet de diluer le risque, parce qu'on achète plus grand, etc. Mais est-ce que tu peux nous donner des petits détails, des petites anecdotes, des choses à vérifier quand on achète un immeuble, des choses à faire attention sur le long terme quand on garde un immeuble? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de tout ça? En parlant peut-être de ta première opération, du coup. Ouais, alors sans aucun problème. Alors tu vois, déjà, un premier conseil que je peux donner avec vraiment, là pour le coup, c'est vraiment issu de mon expérience. C'est un problème qui n'est jamais arrivé à mon mentor. Là, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé parce que, je sais pas si vous le savez, mais vous allez le savoir tout de suite, c'est que au mois de juin dernier, je suis revenu en France après 2 années vécues à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, donc à l'autre bout du monde. Pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, c'est à 2000 km à l'est de l'Australie, donc c'est vraiment... C'est même plus loin que la Polynésie, tu vois, c'est vraiment l'autre bout du monde. Et lorsque vous avez des immeubles de rapport, parce que moi du coup j'ai des appartements, j'ai des parkings, et des immeubles de rapport, c'est pas tout mon patrimoine, mais c'est une partie de mon patrimoine. Et bien lorsque vous avez des immeubles de rapport et que vous êtes loin, il peut y avoir des difficultés. Par exemple, dans un immeuble que j'ai dans le 84, dans le Vaucluse, j'ai eu un problème électrique dans les parties communes où mes locataires, pendant 6 semaines, rends-toi compte, pendant 6 semaines, je n'ai pas trouvé d'électricien pour venir réparer le minuteur pour l'électricité dans l'escalier. Parce que tu n'es pas sur place. Donc, ils devaient prendre leur ils montaient avec leur portable. Voilà. Et pendant du coup, 6 semaines. Donc,
l'entreprise, la gestion locative qui faisait ça pour moi, je les ai virés, je m'en suis séparé parce que pour eux, ne pas trouver, enfin mettre 6 semaines à trouver un électricien, c'est pas possible. Du coup, c'est mon père qui a des notions, qui à 67 ans et quelques est allé avec son escabeau réparer ça, mais je voulais absolument pas parce que j'ai pas acheté dans l'immobilier pour ennuyer mes parents. Pour pas te créer des problèmes à toi, quoi. Voilà. C'est ça, sauf que du coup, ce qui se passe, c'est que tu as des électriciens, les faire se déplacer pour 100 € de réparation, ça les intéresse pas. Ils préfèrent prendre des chantiers à 10 000 €. Bien sûr. C'est beaucoup plus juteux pour eux. Et ça, pour le coup, lorsque vous êtes à 10 000 km avec 10 heures ou 11 heures de décalage horaire, c'est vraiment compliqué à gérer. Bon, après, il n'y a eu que ça. Après, il y a eu le groom de la porte, la serrure qui fermait mal. Bon, bref, différentes choses qui étaient un petit peu moins graves. Mais ça m'a quand même un petit peu refroidi parce que moi, si j'avais été locataire dans un immeuble où la lumière ne marche pas pendant 6 semaines, j'aurais franchement fait un scandale. Ouais. Donc, en plus, c'est une cage d'escalier où tu n'as pas de fenêtre. Maintenant, tu es revenu en France. Déjà, tu seras un petit peu plus près de tes logements, même si le but, c'est pas de les gérer toi-même. Tu es un peu plus près au cas où il y a un souci. Bah voilà, au moins déjà, je suis en front line et maintenant, s'il y a un problème, j'appelle un électricien. Et puis en fait, tu as des services que tu peux avoir, mais c'est des services, tu peux pas les appeler par WhatsApp, tu peux pas les contacter par Internet. Il y a que ils sont encore un petit peu à l'âge de pierre par rapport à ça, c'est qu'il y a que la ligne téléphonique normale qui marche, quoi. Donc ça, c'est un inconvénient, on va dire. Donc moi, en fait, ça peut être un inconvénient, l'immeuble de rapport, si vous l'achetez trop loin de chez vous. Donc mon premier conseil, vraiment, un immeuble de rapport, soyez dans un périmètre de 2 heures grand maximum autour de chez vous. Ça peut être 2 heures en transport en commun, donc du coup ça peut vraiment agrandir la distance. Ouais. Mais dites-vous, de la porte de votre appartement ou de votre maison à la porte de votre immeuble, il doit y avoir 2 heures, pas plus, parce que vous allez être amené à faire des allers-retours, ne serait-ce que pour visiter, pour surveiller les travaux, pour vérifier que la personne fait bien le ménage. Pareil, dans le même immeuble, j'ai la personne qui faisait le ménage, qui est partie en congé longue maladie, personne ne me l'a dit. Et c'est les locataires qui m'ont dit oui Rodolphe, comprenez, ça fait 3 mois qu'il n'y avait pas eu un coup de balai dans l'escalier, on m'a pas mis au courant. Alors que moi les prélèvements continuaient de faire, donc je me suis dit pas de souci. Oui bien sûr. Ouais, donc tu vois, c'est le genre de choses. Il y a plein de... Alors que quand t'es pas loin, tu peux quand même surveiller ça. Tu as plus le contrôle. Voilà. Donc ça c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil par rapport à un immeuble de rapport, c'est vraiment ne pas hésiter. Alors je sais, j'ai dit ça un jour sur ma chaîne YouTube et il y en a qui m'ont dit oui Rodolphe, tu te rends pas compte, t'exposes tes auditeurs à des risques et tout. Mais faites attention à la toiture. Pourquoi ? Parce que quand vous achetez un immeuble, vous achetez la totalité. C'est pas lorsque vous achetez un appartement dans une copro, vous avez une part des copros, une part de la copro et votre appartement. Et la copro, là, vous gère tout ce qui est travaux dans les communs, la toiture, tout ce qu'il faut gérer, elle gère. Exactement. La façade. Tandis que lorsque tu as un immeuble, tu as tout. Voilà, s'il y a une tuile qui se déplace parce que tu as un nid qui s'est fait, tu as des oiseaux, tu as eu du vent, tu as eu je ne sais quoi, tu as eu des intempéries, tu as une gouttière qui se décroche. C'est à toi de gérer. C'est à toi de gérer. C'est à toi de gérer. Et faire accrocher une gouttière sur la toiture du 5e étage d'un immeuble, c'est un arrêté de voirie, c'est le déplacement d'une nacelle et ça coûte 5 000 € de matériel pour 100 € de main d'œuvre. Mine de rien, tu vois, pour absolument tout. Donc il faut faire attention. Et pourquoi je vous parle de la toiture ? Parce que souvent la toiture c'est un petit peu lésé et en plus c'est une partie qui est assez inaccessible lorsqu'on visite un immeuble. Donc moi ce que je fais, et alors bon c'est pas bien, je sais que c'est interdit mais tant pis, je me lance quand même, j'achète des drones. Des petits drones à 50 €, tu as une petite caméra dessus et tu peux aller. Alors j'en ai perdu des drones dans les gouttières des immeubles et tout parce que je savais pas les piloter. Maintenant je sais un peu mieux les piloter. Mais je prends toujours des drones pas chers. Vaut mieux que ça te coûte un drone par visite d'immeuble. Mais voilà. Tu seras rentable. Oui parce que refaire toute une toiture ça te coûte 30-40 000 €. Voilà, donc ça vaut le coup de dépenser 50 € dans un drone moyen, mais au moins tu le voilà. Bon, surtout que je dis ça, mais la plupart du temps, on arrive quand même à les récupérer par la fenêtre du dernier étage. C'est toujours ça se finit avec le manche à balai, mais bref. En tout cas, très, très bon conseil, un petit peu atypique, mais c'est. Mais ouais, mais je te dis ça. Et puis toujours dans le conseil sur la toiture, vraiment, si vous êtes dans un immeuble qui est un petit peu ancien, n'hésitez pas à dépenser de votre poche 150 à 300 € pour faire déplacer un expert en toiture, un couvreur ou une personne qui va être un petit peu expert dans tout ce qui est bois, charpente, moisissure, etc. Parce que si votre immeuble n'a pas une bonne toiture, il y aura des infiltrations partout et l'humidité, c'est l'ennemi numéro 1 des bâtiments. Quels que soient les bâtiments, si ça s'effondre, tout à fait d'accord. On a toujours ce triste souvenir des 2 immeubles de la rue de Bagne à Marseille qui se sont effondrés. C'était à cause des infiltrations. C'était une infiltration lente qui coulait sur des poutres en bois, parce que dans l'ancien, tout ce qui est construit avant les années 50, c'est de la poutre en bois dans les bâtiments. Donc là, ici, tu es dans un quartier qui a l'air quand même assez récent, donc toi, il y a du béton armé. C'est plus du béton, ouais. Il y a du béton armé partout, mais dans toute la vieille ville de Toulouse, tout ça où c'est rose, les briques et tout, c'est que des charpents de bois, c'est que des poutres.
Donc ce sont des choses où si tu as de l'eau, le bois est pourri et dès qu'il pourrit, et surtout qu'il vaut mieux pas faire le radin sur ce genre pour faire déplacer des experts en toiture, en charpente, etc. Parce que ça va coûter quelques centaines d'euros et derrière, ça peut t'éviter de faire des erreurs monumentales, ça peut t'éviter de perdre des dizaines de milliers d'euros en remplacement d'une toiture au bout de 2 ans parce que tu ne l'avais pas vue mais elle est morte. Donc c'est peut-être 100, 500, 1000, 1500 euros pour un spécialiste, pour un rapport. Mais derrière, ça peut soit valider complètement une opération qui va être très rentable, soit dire bon ben non, on passe son chemin, ces 1500 euros, on les rattrapera plus tard avec du cash flow sur un bien qui vaut le coup et sur un bien qui n'a pas de mauvaise surprise. Ouais, voilà. Tout à fait. Et mon troisième conseil, ce serait pour un immeuble, lorsque vous visitez un appartement, un immeuble qui a 6 ou 7 lots par exemple, vérifiez bien que chaque lot a son compteur d'eau, son compteur électrique, son compteur de gaz, pourquoi pas, son raccordement PTT, alors ça peut faire rire, mais c'est toujours ce terme-là, c'est toujours son raccordement téléphonique, parce que si un jour vous souhaitez faire une énorme plus-value et revendre à la découpe votre immeuble, il faut qu'il soit déjà parfaitement découpé en termes de lots cadastrés, parce que si un jour vous avez un grand appartement de 100 mètres carrés que vous voulez découper en 2 appartes de 50 mètres carrés, si vous voulez poser un compteur électrique pour le deuxième appartement, EDF, enfin le Consuel, va vous demander un papier de la mairie comme quoi vous avez eu l'autorisation de créer un logement. Parce qu'en fait, comme vous allez passer de un grand logement à 2 petits logements, vous passez donc de 1 à 2. Donc aux yeux de la mairie, il y a création de logement. Qui dit création de logement dit autorisation. En fonction des mairies, ça peut être permis de construire ou déclaration de travaux ou place de parking. Alors ça, ils le font de moins en moins, notamment dans les grandes agglomérations parce qu'ils font clairement la guerre aux voitures. Exactement. Et par exemple, toi, tu es à Toulouse. À Toulouse, si tu es dans un immeuble dans lequel tu es devant une sortie de métro ou une voie de tram, ils disent c'est suffisamment bien desservi, il n'y a pas besoin de parking. Tout à fait. Il n'y a plus de parking en plus. Donc voilà. Donc voilà principalement ce que je pourrais dire pour les immeubles. Et je peux donner un petit quatrième vas-y, le bonus. Parce que moi je suis un gars comme ça, je donne des bonus. 3 plus un bonus, vas-y. Voilà, donc conseil bonus, lorsque vous prenez un immeuble de rapport, vérifiez bien surtout la solvabilité de tous les locataires et notamment le locataire du rez-de-chaussée, parce que dans 80% des cas, au rez-de-chaussée, ça va être un local commercial. Et moi, ça m'est arrivé en fait de visiter un immeuble de rapport où en fait, il y avait un local commercial qui était vide, mais l'agent immobilier m'avait dit que c'était loué. Et en fait, c'était loué par qui? Par une société écran qui appartenait au beau-frère du vendeur, qui voulait me faire croire, regardez, il y a une énorme rentabilité. Il y avait un loyer fictif qui tombait. Alors qu'en fait, je savais très bien que le jour où j'allais signer cet immeuble-là, que je n'ai pas signé, je vous rassure, du coup, le gars, il allait résilier son bail et du coup, je me serais retrouvé. Et c'était un immeuble qui était franchement sain, qui était bien et qui était situé dans une ville où malheureusement, il y a un peu cette maladie dans certaines villes de France où les centres-villes se meurent. Ouais. Et tu as beaucoup de locaux commerciaux qui sont vidés. Et j'avais vu un peu le risque, et moi je m'étais renseigné pour remplacer cette grande surface commerciale en colocation senior, parce que c'est un truc qui se fait de plus en plus, parce que souvent lorsque vous avez des personnes âgées, elles veulent pas vivre toutes seules chez elles, elles préfèrent avoir une auxiliaire de vie en permanence chez elles, et lorsque vous avez une colocation avec 4 ou 5 résidents seniors et une personne à temps plein pour elles, ça leur permet de payer 1500 euros de loyer par mois plutôt que 4 ou 5 000 euros dans un EHPAD. Bon, 4 000 c'est dans un EHPAD de luxe, en général on est plus entre 2005 et 3000. Mais en tout cas, c'est une vraie solution que vous pouvez apporter en faisant ça, et ça répond en plus à un véritable besoin sociétal c'est un petit peu atypique aujourd'hui. C'est atypique, et puis surtout, tu n'as pas la contrainte PMR, parce que faire une coloc senior, si tu fais ça en étage, ok, il va te falloir un ascenseur, il va te falloir plein de choses. Alors là, du coup, si l'immeuble s'y prête pas, ça va te coûter les yeux de la tête, alors que si c'est au rez-de-chaussée, souvent au rez-de-chaussée, on pense que c'est pas sécurisé, mais je peux t'assurer que si tu mets des bonnes vitres, des bonnes huisseries, des bons barreaux et bonnes portes blindées au rez-de-chaussée, les gens ils disent oui, le cambrioleur s'il veut rentrer, il peut rentrer, oui, il rentrera. Il rentrera partout, s'il a envie. Ouais, moi je suis pas d'accord. Parce que moi j'ai vécu à Marseille, je peux te dire, j'ai mis une porte blindée qui m'a coûté 5 000 euros et ils ont pas réussi à rentrer. Okay. Donc ils n'ont pas réussi. Voilà. Moi, dans mon esprit, c'est plus si vraiment il y a quelqu'un qui veut casser ta fenêtre, vandaliser ou voler. Oui, bien sûr. Je me dis que les gens ils ont un petit peu de moyens où ils savent faire, mais c'est sûr que si tu mets beaucoup de choses en place, derrière, il y a beaucoup moins de risques. Ou alors, si c'est compliqué chez toi, ils iront chez quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Ils vont pas y passer la nuit juste pour ouvrir la porte. Exactement. Bon, merci en tout cas pour ces conseils sur l'immeuble. Moi, c'est quelque chose que je pratique pas forcément. J'ai plus fait des petites surfaces, mais les deux ont leurs avantages. On en parlait aussi, l'immobilier, ça se complète. On peut faire des micro-logements, on peut faire des immeubles, on peut faire des choses un petit peu atypiques, à la mer, à la montagne.
il y a vraiment plein de façons de se créer des revenus passifs grâce à l'immobilier. Donc Ouais. ça, c'est ultra puissant. Ouais. Donc, si je peux un petit peu te faire de la pub, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, que Ouais. je vais mettre en description. Tu donnes des conseils en investissement locatif, tu formes des personnes à investir dans l'immobilier comme je le fais également. Oui. Et si tu pouvais donner, on va dire, un seul conseil, mais là, c'est pas sur les immeubles, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui est débutant et qui veut se lancer dans l'immobilier, si tu devais retenir un conseil primordial avant qu'il se lance ou pour se lancer, ce serait quoi? Franchement. Je te prends un peu de cours, c'est fait Non, exprès. non, non, mais c'est pas de souci. Hein. Franchement, je pense que tu vois, c'est comme si une personne elle a très envie de conduire. Il faut qu'elle apprenne à conduire avant de conduire. Il faut qu'elle passe quand même par une petite phase théorique avec un peu de pratique. Mais ça va lui éviter de se prendre un carton au premier rond-point parce qu'il va pas savoir dans quel sens le prendre. Il va pas savoir mettre le clignotant. Il va se faire rentrer dedans. Ouais. Et vraiment, quand je vois en fait ce que ça prend en temps de se former par rapport au risque que tu pourrais, au risque auquel tu t'exposes en fait, à te lancer dans l'immobilier sans te former, Ah, c'est sans énorme. apprendre. Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, si tu as zéro épargne, tu es au SMIC, donc tu gagnes, je crois que le SMIC il est à 1400 € brut ou 1500 € brut, ce qui doit faire 1200 net. C'est ça à peu Donc près. Ouais. 1200 € net par mois. La banque peut te prêter sur la base de 30%, donc 400 € par mois. Avec 400 € par mois, tu peux emprunter 100 000 €. Donc si aujourd'hui vous nous regardez, alors je dis ça parce que moi je vous vois, toi tu tutoies, et Ouais, voilà, peu c'est pas importe. grave, peu importe. Mais aujourd'hui, si vous avez un salaire à temps plein et que vous êtes juste au SMIC, vous pouvez aller voir la banque et demain, sans trop de difficulté, si vous lui présentez quelque chose d'assez fiable, elle va vous prêter en moyenne 100 000 €. Mais en gros, ça veut dire qu'elle peut vous donner les clés d'une voiture que vous ne savez pas conduire. Et ça, pour moi, c'est très clair. ça me paraît vraiment très dangereux. Et je pense que tu vois, c'est pour ça que moi, à la fin de ma formation, je donne un diplôme à mes élèves parce que je veux qu'ils montrent ce diplôme à leur banquier pour que leur banquier dise waouh, vous avez compris qu'il fallait que c'était bien d'apprendre à conduire avant de conduire, quoi, grosso modo. C'est quelque Et, chose. et en fait, ça ne fera que rassurer le banquier parce que on peut avoir des aptitudes, on peut avoir des compétences, mais moi, tout ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris avec le terrain, comme toi, je veux dire. Ah ouais, non, mais Je veux dire, quand mais on en est fait, sorti c'est du ça. ventre de nos mamans, on savait Voilà. rien de tout ça. Donc, si tu veux, Il faut les deux, il faut le terrain et aussi le côté théorique pour vraiment apprendre. Et tu vois, moi par exemple, j'ai des élèves qui vont voir leur banquier avec les fichiers de calcul de cash flow, de rentabilité que je peux leur proposer dans ma formation. C'est pareil, ça va rassurer le banquier. Mais derrière, quelqu'un qui est au SMIC qui peut emprunter 100 000 €, imagine s'il achète un petit immeuble où il y a la toiture qui ne va pas, la charpente parce qu'il n'a pas fait faire les bonnes analyses, qu'il emprunte sur 12 ans, donc il a des très très grosses mensualités, qu'il n'optimise rien. C'est sûr que là, il va falloir. Ça, c'est pas possible. Ouais. Il faut d'abord s'informer, comprendre comment ça fonctionne. Et après, il faut pas avoir la maladie de la peur non plus, toujours peur, de plus en plus peur. Il y a un moment, quand on sait faire les choses bien, le risque, on peut pas l'éliminer, on peut le réduire et après, il faut se lancer. le risque, en fait, il faut simplement apprendre à le maîtriser. Il faut se dire une chose, c'est que, tu vois, quand on marche, nous on est bipèdes, hein, quand on marche, on est en constant déséquilibre entre 1 et 2 pieds. Mais c'est la gestion de ce déséquilibre qui vous fait avancer, qui vous fait courir, qui vous fait même sprinter. Donc vous devez vraiment toujours bien gérer ce déséquilibre et ne pas imaginer que ce déséquilibre peut ne pas exister. Il existe forcément. C'est pour ça que tout le monde ne le fait pas et heureusement parce que si on a un peu envie, nous les investisseurs qui ont la niaque, ça nous laisse un boulevard devant nous et puis ceux qui n'ont pas envie, on les laisse sur le banc, tant pis. C'est pas fait pour tout le monde de toute façon. Exactement, c'est pas fait pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est vraiment fait pour ceux qui ont une vraie détermination, une vraie volonté. Donc dans ton conseil, il y a deux choses qui ressortent. Il y a un conseil, mais il y a deux choses qui ressortent. C'est le fait d'apprendre de quelqu'un qui sait faire pour comprendre les rouages de l'immobilier rentable. Et après, c'est le passage à l'action. Tout à fait. Parce que Rodolphe comme moi, on va pas venir traverser l'écran pour arriver dans ton canapé à côté de toi qui regarde cette vidéo et pour aller demain visiter avec toi, faire les travaux avec toi, etc. Donc on est là pour t'aider, t'inspirer, te montrer que c'est possible avec plein de conseils. Mais derrière, il faut que toi-même, tu te bouges et que tu passes à l'action concrètement. Moi, si j'étais toi, je leur dirais de leur demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire tout de suite là. Une fois qu'ils ont fini la vidéo. Ok, c'est une très bonne idée. C'est qu'en fait, là maintenant que tu as regardé cette vidéo, qu'elle t'a apporté de la valeur, qu'elle t'a inspiré, il faut directement que tu nous écrives en commentaire juste en dessous. Donc après la vidéo, quand elle sortira, tu viendras répondre. Moi aussi, on ira voir ce qu'ils nous ont mis. Qu'est-ce que tu t'engages à faire demain? Mettons que tu as regardé cette vidéo, peu importe le moment de la journée. En général, je les sors les soirs, donc tu vas la regarder le soir. Qu'est-ce que tu t'engages à faire dans la journée de demain qui va te permettre d'avancer vers tes objectifs et donc des objectifs en immobilier?
Est-ce que tu vas aller te créer une annonce automatique sur Le Bon Coin? Est-ce que tu vas appeler un agent immobilier nouveau, un agent immobilier que tu as déjà dans ton réseau pour faire marcher, pour voir s'il n'a pas d'autres appartements qui vont rentrer, qui sont rentrés en off-market? Est-ce que tu vas aller voir ton comptable, pour un premier comptable, pour lui dire je veux commencer à faire du LMNP, comment ça va se passer, quel prix ça va me coûter? Quelle action tu vas mettre en place dès demain? Écris-le nous dans les commentaires et engage-toi envers toi-même pour faire cette action demain. Et on a 365 ou 366 jours par an. Donc, si tu fais une petite action chaque jour, même minime, hein, ça va t'amener très très loin vers tes objectifs en un an, comparé à quelqu'un qui ne fait pas ça, qui ne fait pas cet effort de sortir de sa zone de confort, de se fixer des objectifs. Tu vas progresser à une allure folle et je pense que si tu es sur cette vidéo, c'est ce que tu as envie. Si vous progressez de 1% par jour, dans 70 jours, vous serez 2 fois meilleur. Exactement. Ça marche très très bien. On va clôturer cette interview. Je pense que c'était une super… on pourrait en dire beaucoup, mais… Franchement, si on va pas faire une vidéo de 8 heures. Hein. Non, mais si on laisse la caméra tourner, je pense que vraiment on pourrait en dire beaucoup. Il y a beaucoup à dire sur tout le panel de choses que l'immobilier nous offre. C'est infini, Bon, merci beaucoup Rodolphe d'être passé sur la chaîne. De rien, ça m'a fait un immense plaisir. Et bien moi aussi, c'était un grand plaisir. Je trouve qu'on a beaucoup de valeurs communes, etc. Parce que c'est vrai que dans le monde de l'immobilier, il y a quand même beaucoup de gens. Exactement. Mais il y a beaucoup de types, de styles différents. Alors voilà, il y a des personnes à qui on ressemble, d'autres avec qui on ressemble moins, mais le soleil est pour tout le monde. Hein, si je pouvais nous juger un peu, je trouve qu'on est plus dans le concret et dans le vrai, peut-être que certains. Donc c'est le but, moi c'est comme ça que je le vois, j'aime bien être plus clair, plus concret que certains. Honnêtement, pour être en toute franchise, je regarde jamais les vidéos des autres parce qu'en fait j'aurais peur de vouloir refaire un peu ce qu'ils font et de perdre ma patte, en fait, de perdre mon authenticité à moi. Donc en fait je regarde, alors les tiennes j'y regarde, c'est vrai. Toi, c'est un peu une exception. Mais c'est vrai que je regarde un petit peu de loin, mais vraiment, je regarde jamais en entier. Pour pas être tenté de refaire un petit peu la même chose. Je regardais beaucoup au début, parce qu'au début, j'étais un peu perdu dans ce milieu du YouTube. Mais c'est vrai que plus je continue, moins je regarde et plus je fais ce que j'ai envie de faire, en fait. Tout à fait. Non, mais c'est qui me ressemble. Tout à fait. Bon, très bien. Merci beaucoup d'être passé sur la chaîne. C'était une super interview. J'espère que cette vidéo va te plaire. Si c'est le cas, pense à la liker, pense à t'abonner à la chaîne, pense à mettre tes questions ou ce que tu vas faire demain dans la journée dans les commentaires. On viendra voir tout ça. Pense à télécharger mon heure de formation offerte que tu trouves dans la description de la vidéo. Et merci Rodolphe pour être venu chez moi, pour être venu dans ma ville Toulouse pour faire cette interview. C'était un grand plaisir. Plaisir partagé, Rémi. Merci à tous. Ciao, ciao. À bientôt, salut.